Alors, juste pour un petit peu expliquer par rapport au mot nappy, je trouve que c'est intéressant de revenir sur ce terme. Alors, on l'a utilisé de manière globale pour faire référence au mouvement du cheveu naturel, mais au départ, il faut savoir que le mot nappy signifie en anglais pelage. Donc, pelage, c'est vraiment la couche pour faire référence au pelage de l'animal. Et donc, à la période de l'esclavagisation, ce mot était utilisé pour parler de manière extrêmement dénigrante du cheveu frisé. Donc on voit encore à quel point le corps noir était animalisé, et d'où cette appellation de couche, de pelage, pour faire référence à l'animal. Et donc c'était vraiment... ensuite, ce mot a été utilisé pendant longtemps comme une insulte au sein des communautés noires pour... justement vraiment dénigrer symboliquement les personnes afrodescendantes. On se rend compte que plus ou moins vers les années 2000, ce mot va être détourné par les communautés noires afrodescendantes, et donc on va y connoter une valeur améliorative, et c'est comme ça qu'on va par la suite souvent entendre parler du cheveu. Quand on va parler de nappy, on va dire que c'est la contraction de naturally happy, donc naturellement heureuse. Mais quand même, c'est important de revenir sur l'ancrage au niveau voilà, du langage de ce mot. Et ce qui nous mène aussi à voilà, voir un petit peu comment est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on se retrouve à devoir parler de nos cheveux dans une salle de conférence, alors que notre cheveu, c'est un trait somatologique en réalité. Mais il faut savoir que c'est un cheveu, et là, ça nous remonte à une histoire bien plus large, la colonisation, l'esclavagisation, où finalement ce cheveu vient cristalliser et devient l'enjeu de rapports sociaux, symboliques et identitaires qui vient marquer la violence symbolique et physique par rapport au contexte plus large de l'esclavagisation, qui va se traduire au travers du rapport au corps des personnes afrodescendantes. Donc ça, c'est un petit peu pour placer le contexte. Au niveau de la colonisation, un petit peu pareil. On voit que en réalité, il y avait toute une symbolique au niveau vraiment du classement ethnique. Donc la manière dont par exemple vous étiez coiffé permettait de vous situer votre appartenance ethno-raciale, permettait aussi de situer votre âge, votre situation maritale. Et donc ça s'inscrit vraiment dans un classement collectif mais aussi individuel. Donc le cheveu est un marqueur vraiment essentiel, que ce soit pour les femmes et pour les hommes. C'est aussi important de le dire. Avec la colonisation, on assiste vraiment à une rarification, voire une perte totale de cet héritage, de cet art, parce que en réalité, les personnes qui sont en situation de dominer, donc qui sont colonisées, vont au fur et à mesure calquer, je dirais, les traits somatologiques des dominants. Et donc c'est comme ça qu'on va arriver à toutes des pratiques de défrisage, de blanchiment de la peau, etc. Donc, on en vient à une société où finalement les personnes sont amenées à se défriser les cheveux, mais ce qui est problématique en réalité, et ça je pense que c'est important de le prendre en compte, c'est que cette désidentification, cette dénaturalisation du cheveu va être considérée comme une norme. Il faut savoir qu'on estime plus ou moins à 70%, et heureusement, enfin, on va dire c'est positif d'un certain point de vue, c'est que ce chiffre est en train de baisser, mais à 70%, le nombre de femmes afrodescendantes qui se dénaturent chimiquement le cheveu dans le monde. Donc on voit qu'on est quand même dans un rapport qui est inversé, mais ce qui est intéressant de dire, c'est que finalement, on est arrivé dans finalement toute une population de personnes afrodescendantes où la norme devient le défrisage. Et c'est donc dans ce sens-là qu'il faut se questionner et dire qu'est-ce que ça vient marquer, qu'est-ce que ça vient dire. Et on se rend compte que toute une série de personnes, notamment les femmes, les hommes, ils ont supprimé le problème en étant la boule à zéro, eh bien vont être face à un choix capillaire qui est imposé, parce que dès l'enfance, souvent, mais maintenant c'est en train de changer, mais pour toute une génération, en tout cas pour les personnes avec qui j'ai travaillé dans le cadre de mes recherches, ont été amenées à se défriser les cheveux ou à porter des extensions, des tissages, et finalement on est dans une phase où, justement comme Aline l'avait expliqué, au niveau sanitaire, on est dans de la maltraitance du cheveu. Alors,
on voit qu'il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que justement on est socialisé à ce cheveu. On va prendre l'enfance. Alors, bon, beaucoup de personnes, mais maintenant ça change, et ça fait extrêmement plaisir. L'industrie du jouet, tout ce qui est les supports pédagogiques, on essaye d'introduire d'autres modèles. Et donc c'est hyper important aussi parce que ça fait en sorte de décentrer certains schémas. On se dit que c'est pas le schéma eurocentré, blanco-centré qui est la norme. Beaucoup d'enfants ont été amenés à lire des contes avec des petites filles avec des belles chevelures longues, blondes. Et finalement, il y a un message assez violent qui est transmis aux enfants, que ce soit les petites filles et les petits garçons, c'est que finalement, ce cheveu-là, c'est le beau cheveu, et notre cheveu, donc le cheveu crépus bouclé, est un cheveu qui est moche. Et donc c'est un apprentissage qui va se faire très tôt à travers tout l'univers ludique, les héros, les héroïnes, etc. Et donc, au niveau de l'adolescence, ça va se conformer. On voit que les personnes vont de plus en plus se dénaturer le cheveu et ça va s'instaurer à l'âge adulte avec toute une série de perceptions autour du cheveu, comme quoi le cheveu crépus n'est pas présentable, le cheveu crépus n'est pas professionnel, le cheveu crépus fait voilà, pas soigné, le cheveu crépus fait pauvre. Donc toute une série de stigmates et de préjugés autour de ce cheveu qui vont faire en sorte que ce cheveu va être mal perçu et va être souvent maltraité. Alors aujourd'hui, ça change, mais c'est toute une industrie qui doit changer. C'est aussi avoir des icônes, c'est une industrie de la mode qui se repositionne, c'est avoir beaucoup plus de personnes afrodescendantes représentées, et quand elles sont représentées aussi avec la pluralité des esthétiques capillaires, pour qu'il n'y ait pas un schéma qui s'impose de surplomb. Donc c'est vraiment tout ça qui doit être pensé de manière globale. Et donc, je pense qu'il est hyper important d'inciter les enfants à s'aimer et à s'accepter, et aussi de ne pas vraiment d'aller dans le non-compromis. Donc en disant, voilà, vous vous imposez comme vous êtes, si c'est votre choix, parce que la question du choix est toujours importante. Il ne faut pas qu'on tombe dans une dictature non plus, mais que si c'est votre choix de porter votre cheveu crépus, peu importe les circonstances, faites-le. Moi, quand j'ai commencé en télévision, les gens étaient choqués, et les gens m'arrêtaient dans la rue en disant, oh, mais tu oses porter ton cheveu comme ça, ben, ne donnez pas l'opportunité, même qu'on vous pose la question, parce que par l'image que vous véhiculez, vous constituez un modèle. Moi, je donne cours à l'université, je porte mon cheveu crépus, et donc je pense que plus les hommes et les femmes vont s'accepter tels qu'ils sont, ils renvoient un message d'acceptation de soi qui est plein d'empowerment pour les nouvelles générations, et qui n'auront plus à se poser la question, mais est-ce que je dois porter un tissage pour mon entretien d'embauche, etc. Donc c'est toutes ces questions qu'il faut vraiment mettre au cœur pour qu'on soit pleinement dans l'acceptation de soi à tous les échelons de la société, et que finalement les mentalités changent. Et donc c'est en nous célébrant et en nous acceptant qu'on va aussi inciter la jeunesse à se déployer sans compromis, être en pleine confiance et à s'aimer. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ivoire. Ivoire de Rosen.